Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, c'est Sarah Menaï. Nous sommes le lundi 24 août 2020, vous écoutez Flash Foot. Il s'est passé plein de choses pendant ce premier week-end de Ligue 1, on va y revenir en détail, on est ensemble pendant un quart d'heure. On commence par notre fait du jour. Le Paris Saint-Germain aux portes de l'exploit. Le club de la capitale a manqué son rendez-vous avec l'histoire en échouant à battre le Bayern en finale de la Ligue des Champions hier soir à Lisbonne. Mais au-delà du match, tout le week-end et depuis de toute façon la qualification du PSG, on a entendu qu'il fallait se ranger derrière Paris. Cocorico, un club français en finale, notre Ligue 1 Uber Eats face à la surpuissante Bundesliga, le PSG face à une machine, le Bayern Munich, le club aux 5 Ligues des Champions, 6 depuis hier soir. Grand élan national et chauvinisme ont pris le dessus jusque chez la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui a appelé jusqu'à Marseille à soutenir le Paris Saint-Germain. Parce que ça faisait 16 ans qu'on n'avait pas vu d'équipe française dans la cour des très grands en Ligue des Champions, parce qu'en 50 ans, nous n'avons eu qu'à 4 reprises un représentant français en finale, trop peu pour notre football. Noël Le Graët avait même écourté ses vacances pour être à Lisbonne hier soir. Alors pendant des jours, on nous a sommé de supporter Paris. On n'était pas loin de nous menacer des 135 € d'amende quand même. J'ose espérer que la France entière du foot sera supportrice de Paris. Ce sont les mots de Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC, qui est pourtant marseillais de naissance. Bernard Tapie, alors lui, a qualifié, je cite, de débile l'attitude des supporters marseillais. Attendez, tous derrière Paris, vraiment? Alors oui, la réussite du PSG fait briller notre Ligue 1. Oui, les investissements colossaux des Qataris depuis leur arrivée ont fait rayonner notre championnat. On parle de nous, oui, grâce à eux. Qui, il y a 15 ans, aurait pu imaginer voir Beckham, Ibrahimovic, Keylor Navas, et même Neymar porter un jour les couleurs d'un club français? Personne. Mais est-ce que c'était une raison pour appeler à une France parisienne, à une sorte d'union sacrée derrière l'équipe de Thomas Tuchel? Comment ça se passe ailleurs? Peut-on imaginer des supporters du Barça soutenir le grand rival madrilène lors de ses 4 dernières finales? Toute l'Italie, tifosi de la Juve et du Milan compris, était-il derrière l'Inter vendredi soir pour la finale d'Europa League? La réponse est assez évidente, c'est logique et c'est même plutôt sain. Rassurez-vous, c'était normal si vous n'étiez pas derrière Paris hier soir. Et amis parisiens, ne soyez surtout pas vexés que les Marseillais aient fêté votre déroute sur la Canebière. Ne soyez surtout pas touchés par le chambrage de Dimitri Payet. C'est bien là une preuve que la France est un pays de foot, que la passion y vit. C'est ça, aimer son club. Allez, soyez honnêtes. Vous n'étiez pas contents, vous, supporters parisiens, de voir les Marseillais prendre le feu en finale d'Europa League contre l'Atlético il y a 2 ans? On nous demandait, en supportant tous Paris, une attitude rationnelle. Mais supporter une équipe, ça n'a rien de rationnel, c'est une affaire de passion. Expliquez-moi ce qu'il y a de rationnel dans le fait d'aller se geler au stade un samedi 20h en plein mois de février, de rester enfermé chez soi un dimanche ensoleillé pour voir son club en prendre 4 à la télé, ou même de dépenser 100 balles pour le maillot de son joueur préféré. Alors non, la rivalité n'excuse pas la violence. On peut être adversaires et amis, alors soyons heureux, célébrons nos esprits irrationnels ensemble, notre chauvinisme local, et chérissons quand même un peu les quelques points grattés au classement UEFA. Allez, à l'année prochaine la Champions, elle revient le 20 octobre, mais pour le moment, loin de Lisbonne, la Ligue 1 a poursuivi sa reprise ce week-end. C'est parti pour notre tour des clubs. 6e saison en Ligue 1 pour le SCO d'Angers et première journée en championnat marquée par une courte victoire 1-0 sur la pelouse de Dijon. C'est aussi la 10e saison du coach angevin, Stéphane Moulin, à la tête de l'équipe. Un record de longévité dans les 5 grands championnats que Moulin codétient avec Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid. Rien que ça. Baptême du feu pour Jean-Louis Gasset vendredi en ouverture de la Ligue 1. Le coach bordelais, fraîchement arrivé sur le banc des Girondins, a dû trancher pour aligner son premier 11 de la saison face à Nantes. Un 11 marqué par quelques surprises, la titularisation côté gauche du Coréen Wang à la place de Jimmy Briand notamment, et celle de Paul Baïs en charnière centrale aux côtés de son nouveau capitaine Laurent Koscielny. Baïs dans le dur depuis plusieurs mois, boycotté par les coachs précédents. Il fallait remonter au 1er avril 2018 sur la pelouse de Guingamp pour le voir titulaire sous le maillot bordelais. Il a livré vendredi une prestation solide, en attente de confirmation donc. Certains se sont cachés. C'est la petite phrase lâchée par Olivier Dalloglio, l'entraîneur de Brest, après la lourde défaite 4-0 de son équipe au Costières samedi. L'entraîneur brestois n'a pas aimé l'attitude de certains de ses joueurs. On regardera avec attention son 11 de départ dimanche prochain alors que le club breton reçoit l'Olympique de Marseille.
Dijon perdra-t-il son capitaine d'ici au 5 octobre prochain, date de clôture du mercato? Julio Tavares serait sur le départ. Au club depuis 8 ans, en fin de contrat dans 1 an, l'attaquant capverdien du DFCO pourrait décoller direction l'Arabie Saoudite. C'est son président Olivier Delcourt qui a annoncé être en négociation. Première défaite en Ligue 1, mais début prometteur pour Franck Haise, le nouvel entraîneur du RC Lens. Lui qui a décroché son diplôme d'entraîneur seulement en mai dernier, le coach des 100 et or faisait sa grande première hier sur la pelouse de Nice. Et même si les Lensois se sont inclinés 2-1, il ne leur aura fallu que 11 petites minutes en Ligue 1 pour marquer leur premier but de la saison, un but signé Gaël Kakuta. Dénouement enfin dans le dossier Gabriel, le défenseur brésilien que Christophe Galtier n'avait pas aligné samedi face à Rennes, aurait déjà passé sa visite médicale à Arsenal, selon les informations du Times. Étincelant la saison dernière, et donc logiquement très courtisé, le joueur de 22 ans avait le choix entre les Gunners et le Napoli. Il a donc choisi Londres et la Première Ligue, montant du transfert estimé à 30 millions d'euros. Mais les Dogs avaient anticipé ce départ, ils savaient qu'ils allaient le perdre, Gabriel. Alors c'est le jeune néerlandais Sven Botman, qui fraîchement débarqué à Lille, qui devrait naturellement remplacer Gabriel dans la charnière centrale lilloise cette saison. Aux côtés de José Fonte, c'était déjà le cas samedi face aux Rennais, avec des débuts très prometteurs. C'était hier, juste avant le coup d'envoi de la rencontre entre Lorient et Strasbourg, le président des Merlus, Loïc Ferry, et le nouveau maire de la ville, Fabrice Loher, se sont engagés à lancer la rénovation du Moustoir. Les travaux, estimés à plusieurs dizaines de millions d'euros, devraient s'achever en 2023. Week-end parfait donc pour les supporters lorientais, puisqu'après cette annonce, leur club s'est imposé 3-1 face à Strasbourg en proposant un jeu très intéressant, très séduisant. La nouvelle recrue, Adrian Grebic, dont je vous parlais la semaine dernière, a brillé et inscrit son premier but. Les Merlus ont le sourire ce matin. On continue notre actu des clubs avec un tour par Lyon dans quelques instants, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour et aujourd'hui elle est signée Didier Quillot. Nous souhaitons pouvoir accueillir plus de 5000 personnes dans nos stades. Voilà ce qu'a déclaré ce matin le directeur général de la LFP au micro d'RTL. Je vous résume son tour des radios. Didier Quillot veut que les préfets accordent plus de dérogations et que les jauges augmentent, surtout dans les grands stades. En Ligue 2, 5000 personnes remplissent un stade, les gens sont un peu les uns sur les autres. Et dans un vélodrome, par exemple, ils ne remplissent même pas un quart de virage. C'est une décision au cas par cas, a-t-il dit, il n'y a pas de limite à la hausse. Je pense qu'une jauge de 5 000 dans un stade de 60 000, c'est ridicule, mais il faut faire preuve de responsabilité. Voilà ce que disait donc Didier Quillot sur RTL ce matin. Et autre annonce, l'assouplissement du protocole sanitaire fixé par la Ligue afin d'éviter d'autres reports de matchs et tenir dans la mesure du possible le calendrier. Avec 380 rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2 qui doivent se dérouler d'ici au 23 mai prochain, des reports à répétition entraîneraient un casse-tête sans fin au printemps. Didier Quillot veut s'inspirer de la Ligue des Champions et du coup du règlement de l'UEFA qui précise que tant qu'une équipe démontre 13 joueurs négatifs, alors le match peut se tenir. Pour l'instant en Ligue 1, on reporte un match dès 4 cas positifs dans les 8 jours précédant la rencontre. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon. C'est une info qui nous vient du journal local Le Progrès. Un joueur lyonnais suscite énormément d'engouement de la part de clubs étrangers pendant ce mercato, qui est ouvert jusqu'au 5 octobre cette année. Moussa Dembélé, héros du quart de finale de Ligue des Champions, le joueur français de 24 ans que l'OL avait fait venir du Celtic il y a 2 ans pour 22 millions d'euros, a vu sa valeur exploser, littéralement exploser, puisqu'on évoque aujourd'hui un montant largement supérieur à 40 millions d'euros. Avec encore 3 ans de contrat à Lyon, Dembélé, la saison dernière, c'est 24 buts et 7 passes décisives en 46 matchs, toutes compétitions confondues. Alors le Progrès explique ce matin que Moussa Dembélé est le joueur le plus demandé du secteur offensif lyonnais. On pourrait vous citer tous les clubs intéressés, mais ça prendrait beaucoup trop de temps. Réponse dans quelques semaines. En parlant d'attaquants, Marseille cherche toujours une doublure à Dario Benedetto. Les pistes Boulaïdia et Mbanyang auraient pris un peu de plomb dans l'aile. Alors les dirigeants marseillais se sont tournés vers le championnat suisse pour convaincre Andy Zekiri, jeune attaquant de 21 ans, de rejoindre les Phocéens. Plusieurs clubs allemands étaient eux aussi sur le dossier du numéro 9 de Lausanne qui a inscrit 17 buts en 33 rencontres de Super League suisse la saison dernière. Et si finalement le dénouement du grand attaquant remplaçant arrivait à 23h55 le dernier jour du mercato, possible. Sinon, Costas est toujours là.
Metz et Montpellier se sont affrontés samedi en rencontre amicale après l'annulation de leur début en Ligue 1 pour cause de Ligue des Champions de leurs adversaires respectifs, donc Paris et Lyon. Ils se sont affrontés tous les deux à Besançon, score de 1 partout. Gaëtan Laborde a marqué pour Montpellier et Farid Boulaya pour Metz. Menés 2-0 par Reims, les Monégasques sont revenus au score grâce à leur nouvelle recrue Axel Disasi qui a marqué contre son ancien club pour sa première sous les couleurs monégasques. Le nouveau coach Niko Kovac, dont les oreilles ne cessent de siffler depuis quelques jours, s'est dit très content de la réaction de son équipe, une remontada à la monégasque. La Ligue 1 était bien de retour vendredi soir, mais pas le spectacle. On va pas se mentir, on s'est ennuyé devant ce premier match de la saison. Après 176 jours d'arrêt, 176 jours de manque, on espérait mieux du retour du FC Nantes et des Girondins en Ligue 1. Seul point positif peut-être, que la rencontre ait pu se tenir et que les Nantais aient pu se présenter au Matmut Atlantique malgré les absences et les contaminations au Covid. Je vous racontais vendredi être particulièrement curieuse de voir Nice jouer cette saison avec une équipe renouvelée, des arrivées très intéressantes et une qualification en Ligue Europa. Eh bien les Aiglons ont réussi leur reprise en battant Lens à l'Allianz Riviera avec une superbe performance du jeune Amine Gouiri qui est justement mon coup de cœur du week-end. Amine Gouiri qui a brillé ce week-end, il a 20 ans, il a été formé à l'OL et l'attaquant niçois a inscrit un doublé et offert la victoire aux hommes de Patrick Vieira. Début du nouvel ère pour un garçon qui avait débuté en Ligue 1 à 17 ans, il y a 3 ans, comme doublure de Tanguy Ndombele, avant qu'une rupture des ligaments ne l'éloigne des terrains pendant 7 mois. Et depuis son retour de blessure, Gouiri n'avait disputé qu'une poignée de minutes avec l'équipe première de Lyon en 2 ans. Arrivé cet été pour 7 millions d'euros, le message envoyé est clair et prometteur. En plus, le garçon sait s'adapter, il a joué hier sur l'aile gauche et continuera sans doute d'y évoluer alors qu'il est neuf de formation, à moins qu'il n'arrive à déloger Kasper Dolberg qui est pour l'instant en tête de la hiérarchie de Patrick Vieira. Le coach niçois qui décrit d'ailleurs la pépite Gouiri comme ambitieux, travailleur et qui se donne les moyens de réussir. Il faut dire que le joueur est focus à 100% sur le foot, il vit même encore au centre de formation des Aiglons pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Amine Gouiri va être l'une des attractions de la saison. Allez, on reprend notre tour des clubs direction les Costières, cette fois direction Nîmes. On s'inquiétait de voir le match de Nîmes face à Brest annulé, finalement il a bien eu lieu. Sous 32 degrés et devant près de 2000 spectateurs, les Crocos ont étrié les Brestois 4-0. C'est le carton du week-end. Une démonstration qui rassure, alors que les Nîmois étaient notamment privés d'Anthony Briançon et de Nolan Roux, testés tous les deux positifs il y a quelques jours au Covid. Les hommes de Jérôme Arpinon ont maîtrisé la rencontre de bout en bout et entament bien le championnat dans la lignée de leur fin de saison dernière. Alors on s'enflamme pas, mais on espère que ça présage de belles choses. La finale de la Ligue des Champions passée, la première du PSG en Ligue 1, ce sera donc samedi à Bollaert contre Lens. Une première de la saison en championnat qui va se faire sans Thiago Silva pour les Parisiens. Et même si à chaque fois qu'on lui pose la question, Thomas Tuchel se montre plutôt évasif, le capitaine parisien, lui, l'a confirmé au micro d'RMC. Il a disputé hier soir son dernier match sous les couleurs du PSG. Au club depuis 8 ans, transfert à l'époque le plus cher, souvenez-vous, de l'histoire de la Ligue 1, puisque Thiago Silva était arrivé pour 49 millions d'euros. Il va quitter notre capitale pour en rejoindre une autre, Londres, puisque le Brésilien est attendu du côté de Chelsea. Il n'est pas encore parti et c'est tant mieux pour le stade de Reims puisque Boulaïdia marque encore. C'est le but le plus précoce du week-end, dimanche sur la pelouse de l'AS Monaco. L'attaquant rémois, annoncé sur le départ depuis plusieurs jours, était bien aligné dans le 4-4-2 de David Guillon. Il a ouvert le score dès la 5e minute de jeu. Monaco et Reims se sont finalement quittés sur un 2-2. Des nouvelles de Sacha Boey qui a passé une sale journée samedi. Le joueur de 19 ans, titularisé en l'absence d'Amari Traoré, blessé, n'aura même pas terminé la première période. Sur un ballon aérien, il a sauté et mis un coup au visage du défenseur lillois Reinildo avant de lourdement retomber au sol, expulsé et sorti sur civière complètement sonné. Il va mieux, il sera de toute façon suspendu pour la réception de Montpellier samedi après-midi. L'équipe en avait pourtant bien besoin. La SSE sera privée de ses supporters les plus fidèles qui, comme d'autres, ne se rendront pas au stade tant que la jauge restera fixée à 5000 personnes, estimant injuste de devoir trancher et de choisir les élus. On ne verra donc pas les Ultras, les Green Angels notamment, mettre les pieds à Geoffroy Guichard avant un bon moment.
Ils avaient pourtant repris l'entraînement vendredi matin. Privé de 10 joueurs contaminés au coronavirus début août, l'entraîneur du Racing, Thierry Laurey, a récupéré quasiment tous ses joueurs, du moins 8 d'entre eux, pour le déplacement à Lorient hier. C'était le premier match officiel des Strasbourgeois depuis 176 jours et Laurey a pourtant aligné un 11 assez inédit. Officiellement, le coach strasbourgeois a fait le choix de prioriser les joueurs qui ont participé à l'intégralité de la prépa cet été. Officieusement, est-ce que c'était pas une sorte de punition pour les fêtards qui avaient contaminé leurs copains dans le vestiaire lors du stage à Évian ? Réponse dimanche prochain, le Racing accueillera l'OGC Nice pour le compte de la 2e journée. Merci d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot et on se retrouve demain.